Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur la plateforme de l'information sanitaire Afrique Santé. Dans la continuité du débat précédent, nous allons parler aujourd'hui de la préparation de l'accouchement. Quelles sont les informations à avoir pour un bon accouchement? On en parlera également des complications liées à la grossesse, comment identifier ces complications, comment y remédier. Et pour ce faire, nous avons un objectif, ce collectif d'invités spéciaux bourrés d'intelligence que nous allons présenter. Bonsoir, Dr Roger Tapa. Bonsoir Émilie, bonsoir téléspectateurs de ce soir, et c'est avec plaisir qu'on revient sur ce plateau pour étayer certaines connaissances parlant des problèmes de santé en Afrique en général et de l'évolution dans les différents domaines qu'on observe aussi bien en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Nous ne vous remercierons jamais assez, Dr Tapa, pour votre présence qui compte pour la continuité de cette émission et pour son impact sur la population africaine. C'est un plaisir renouvelé, Riche, et je vous remercie. Alors, à ma gauche, nous avons la présence féminine qu'il faut bien souligner, la première présence féminine d'Afrique Santé. J'ai nommé de sa sage-femme Gabette Clarisse. C'est bien cela, Gabette Clarisse? Oui. Vous êtes sage-femme de profession et vous exercez dans la pratique de votre métier. Nous vous accueillons encore sur ce plateau. Merci. La toute première question à la demande d'une téléspectatrice qui a bien voulu savoir encore, et qui a bien voulu qu'on revienne encore sur cette question, à savoir quel est l'âge, monsieur Dr Roger Tapa, vous permettez, sans manquer à votre titre, quel est l'âge sans risque pour lequel on pourrait tomber enceinte scientifiquement reconnu? Oui, parlant de l'âge auquel on peut tomber enceinte sans risque pour la santé, il faut relever ici que l'être humain se développe sur deux plans. Il y a un plan physique et un plan psychomoteur. C'est-à-dire que le corps se développe physiquement vers certaines fonctions qu'il va assurer dans le futur. Chez la femme, c'est particulier. Le développement de la femme change drastiquement à l'âge de la puberté, avec la venue des règles et le développement des organes de reproduction. Et ceci doit aller conformément aux attentes, c'est-à-dire que cette femme qui commence à cet âge se prépare pour un événement particulier qui est la grossesse, qui doit rejoindre un corps physiquement prêt, mais surtout psychologiquement prêt. Donc, l'âge dépend en même temps du physique de la femme et en même temps de sa psychologie. Si vous prenez une fille à 15 ans, il va sans dire qu'elle n'a pas le bagage nécessaire pour comprendre la grossesse et supporter une grossesse. Il y a un problème. Et si le suivi n'est pas très serré, les risques sont élevés parce que même physiquement, le corps n'est pas encore adapté à ce genre de corps étranger. Ce qui fait que le corps de l'adulte, c'est-à-dire que de la fille adulte, on peut dire 21 ans au Cameroun, ou bien partout ailleurs en Afrique, dans la vingtaine, est préparé déjà assez pour recevoir une grossesse. Encore faut-il ajouter la préparation psychologique que ça comporte. C'est-à-dire que depuis la puberté, comment elle gère ses menstruations, quels sont les risques qu'elle court avec les rapports avec les hommes, et comment se comporte le corps une fois qu'elle a porté cette grossesse, et qu'est-ce que c'est que l'accouchement et l'enfant et tout ça. C'est toute une petite école qu'il faut à la jeune fille pour devenir enceinte. Donc l'âge, c'est l'âge adulte en général qui est recommandé, et si ça vient avant, il faut prendre en compte que c'est un cas particulier et assister de façon particulière ces enfants pour éviter des complications. Voilà qui est si bien dit et de manière magistrale, il faut le souligner. Madame Gabette Clarisse, qui est sage-femme, vous avez occasionnellement rencontré ces filles ou bien vous avez suivi ces filles qui viennent qui ont peut-être 15 ans et qui ont un enfant dans le ventre. Comment ça se passe? Comment vous suivez cet enfant?
Oui, je dirais que de prime abord, la préparation psychologique est très importante parce que elle est là, c'est une jeune fille qui ne connaît pas encore ce que c'est, elle est encore en train de grandir, donc nous devons la préparer psychologiquement. Et pendant les visites prénatales, il est important de noter qu'il y a des éléments très importants également à suivre parce que le bassin, il faut également noter que si elle n'a pas un bon bassin, l'enfant ne pourra pas passer par voie basse. Donc, durant les consultations prénatales, il faut s'assurer, examiner le bassin au fur et à mesure. Au fur et à mesure, le bassin et les risques, puisque vous êtes pratiquante, et les risques pour cette fille, jeune fille qui s'apprête à être mère, quels sont les risques qu'on peut mesurer? Et comme risque, on peut, généralement, on peut avoir des césariennes, parce que si elle a un bassin limite, par exemple, on est automatiquement obligé de passer par une césarienne. Elle peut également avoir des hémorragies. Elle peut également avoir, pourquoi pas, des l'hypertension. Donc, on s'inscrit, docteur Roger Tapa, dans cet objectif de sensibilisation, comme on l'a dit au préliminaire de cette émission. Là, la fille est précocement enceinte. Il y a aussi le suivi peut-être familial. Vous êtes aussi père de famille. Mais on note que ces filles, une fois à l'entrée de l'hôpital, elles sont toutes seules, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Quelles sont les conséquences qui pourraient vraiment là survenir sur cet enfant psychologiquement, comme vous l'avez mentionné? Psychologiquement, pour un enfant qui tombe enceinte avant l'âge, il y a un problème déjà de rejet. C'est-à-dire que dans certaines familles, on considère que c'est une mauvaise fille et que c'est fini pratiquement sur le plan scolaire pour elle. Et l'espoir est presque comme entaché par cette grossesse qui arrive de façon inattendue. Les conséquences sont graves parce que dans les pays africains en général, on se rend compte que beaucoup de jeunes filles ont abandonné l'école à cause des grossesses non désirées qui sont survenues avant la maturité. Et l'une des conséquences, maintenant sur le plan clinique même, c'est-à-dire que sur la fille elle-même, parce qu'elle ne connaît même pas ce qui lui arrive, il y a un gros problème. La grossesse, c'est quoi? Elle connaît à peine ce que c'est. C'est un corps étranger, la grossesse, qui entraîne la baisse des défenses de l'organisme. La grossesse déprime l'immunité, pour parler scientifiquement. Donc, ça baisse les systèmes de défense de l'organisme et expose donc cette fille à tous les risques qu'on peut imaginer. Et on peut également noter que chez cette fille qui ne connaît pas les besoins réels que la grossesse entraîne, il y a un risque également de dénutrition si elle n'est pas assistée, parce que la grossesse, les besoins augmentent, il faut prendre ça en compte. Et il y a un gros problème psychologique avec ces enfants, il faut les assister avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de tolérance, beaucoup d'affection pour éviter certaines catastrophes. On a vu beaucoup d'enfants qui, même à la grossesse, vont jeter cet enfant une fois qu'elles ont accouché. On a vu des enfants qui font tout ce qui est en leur possession pour avorter avant même la fin de la grossesse du fait des contraintes environnementales, c'est-à-dire le rejet familial, l'absence d'assistance, l'absence de support, et c'est vraiment catastrophique. On a vu des enfants qui perdent leur vie parce qu'elles veulent s'en débarrasser. On a vu les complications ultérieures qui surviennent parce que ces enfants ont fait des avortements non désirés. Dieu seul sait combien de cas on dénote en Afrique chaque jour et combien sont archaïques les méthodes qui contribuent à l'avortement et les conséquences qui arrivent pour ces enfants. Donc, pour nous résumer, les risques sont très élevés sur le plan psychologique et sur le plan physique pour ces enfants. Et on verra peut-être tout à l'heure dans les solutions qu'on peut apporter. Mais il faut attirer l'attention de l'environnement par rapport à ces enfants qui sont des cas particuliers. Et on verra peut-être dans le volet prise en charge. C'est bien cela. Docteur Tapa et Madame Gabet, je le dis parce que nous le disons ici sur ce plateau parce qu'on a constaté en Côte d'Ivoire à la session 2012-2013 qu'il y a 5000 cas de grossesse précoce. Et vraiment, ces filles qui sont précocement enceintes, on sait souvent que c'est la déperdition scolaire, elles abandonnent l'école. En l'absence de soutien parental, elles tombent dans un désespoir. Alors,
c'est bien sûr un fait qu'il faut condamner, mais une fois que c'est là, on a l'impression que la fille qui est toute jeune enceinte n'a plus d'avenir. C'est pour ça qu'on compte sur votre soutien médical ou alors votre éclairage médical pour savoir est-ce que cette fille a encore des chances de rebondir et de réussir dans la vie. Oui, tout à fait. Elle peut toujours continuer ses études. Est-ce qu'avoir une grossesse veut dire que l'avenir s'arrête là? Parce que nous les encourageons toujours, que la grossesse n'est pas une fin en soi. Donc, nous les encourageons, nous les éduquons. À chaque fois qu'elles viennent pour leur visite prénatale, nous les éduquons. Donc, nous les amenons à comprendre qu'elle n'est pas la seule qui accouche étant jeune. Donc, même avec le bébé, on peut continuer à faire les études. Donc, c'est généralement les conseils qu'on les apporte. C'est bien sûr qu'il ne faut pas aller, on ne les encourage pas à tomber enceinte très tôt, mais une fois qu'on est enceinte, on peut se relever et réussir, même bien mieux que les autres. Ce n'est pas une fatalité. Nous allons essayer aussi de toucher l'extrémité, la grossesse tardive, docteur Roger Tapa. Pour une grossesse tardive, c'est à partir de quel âge? Est-ce que cette personne-là ont les mêmes risques que les femmes qui sont précocement enceintes? Oui, on va parler de grossesse tardive chez les femmes à partir de l'âge de 30 ans en montant. Et généralement, ce n'est plus recommandé à partir de 35 ans d'accoucher pour des raisons très, très importantes. La grossesse tardive pose des risques que l'organisme n'est plus très adapté sur le plan hormonal et sur le plan physique à subir cette grossesse. Et les risques sont beaucoup plus pour l'enfant. Il y a des risques énormes pour l'enfant qui a des risques de malformation, qui a des risques d'acromégalie, c'est-à-dire une croissance anormale, qui a des risques de retardé mental. C'est dans cette catégorie de femmes qu'on trouve beaucoup de retardés. Et vous verrez qu'en Occident, c'est très fréquent chez les femmes qui accouchent à 40, 50 ans et plus. C'est les retardés mentaux, ont une prévalence qui est très élevée. Donc vous essayez de dire, docteur Roger Tapa, que si une femme a plus de 35 ans, elle a plus de risques d'accoucher un attardé mental, d'avoir un enfant qui est victime de trisomie 21. Tout à fait. Donc c'est la porte ouverte à tout sauf un bon enfant. Tout à fait. Donc le problème, un bon enfant peut arriver, c'est pas exclu, mais les chances pour faire un enfant qui a des problèmes mentaux est très élevé à partir de l'âge de 35 ans. Donc, ce n'est pas recommandé. Les risques d'hémorragie à 35 ans sont élevés. Et il faut comprendre qu'à partir de ce moment, le déclin même du cycle hormonal de la femme a commencé. Donc, elle n'est plus autant préparée que la jeune fille de 25-30 ans à recevoir une grossesse. Tout ça, ça fait un groupe de risques qui ne sont pas en faveur d'un bon accouchement. Et les risques pour l'enfant qui, à la fin, risquent de ne pas être ce que vous attendiez, avec les risques de déformation neurologique et psychomoteur. Ça veut dire qu'à un âge très avancé, on risque, c'est pas à 100%, mais on risque de faire un enfant avec des malformations après 35 ans. Après 35 ans, c'est très risqué. Vu que la ménopause nous guette en ce moment. Oui, très très risqué. C'est pas recommandé. C'est recommandé de faire tous ces accouchements avant l'âge de 35 ans. Alors, nous sommes dans un cas africain, Madame Ngabet. Sur les cas que vous avez rencontrés, j'interroge toujours votre pratique. Les femmes qui accouchent tardivement chez vous, comment elles se présentent et le nouveau-né, puisque vous touchez à l'enfant, vous touchez à la grossesse avant et pendant et après. Comment ça se passe avec les femmes qui ont plus de 35 ans? Généralement, avec les femmes qui ont plus de 35 ans, nous les suivons. Donc, le suivi est très important parce qu'à un moment donné, même, nous référons même chez le gynéco parce que c'est une grossesse très précieuse. Donc, on interpelle également le gynécologue parce que généralement, ces femmes-là présentent souvent des hypertensions gravidiques, par exemple, où le gynécologue est obligé d'intervenir. Est-ce que maintenant on peut faire une comparaison? Est-ce que c'est plus grave d'accoucher tard que tôt? Il est préférable d'accoucher tôt. Sur une balance, il est préférable d'accoucher tôt que tard. C'est la colle. On dira que c'est bien d'accoucher à temps. À temps, c'est-à-dire à l'âge adulte. Ça, c'est très bien. C'est le conseil qu'on peut donner. Mais il faut noter ici que quand la grossesse arrive tôt, c'est un cas particulier et il faut que les gens comprennent.
les jeunes filles qui sont dans cette situation doivent comprendre que même leurs aînés, certaines de leurs aînés qui sont en train de les prendre en charge sont passés par là. Donc, ce n'est pas fini pour elles, ce n'est qu'une étape. Et la grossesse devait être plutôt une motivation de travailler dur, de rentrer à l'école et de réussir. Parce que quand vous regardez cet enfant, il faudra être à mesure de le prendre en charge demain. De l'autre côté, la famille doit comprendre qu'ils doivent encadrer cet enfant qui devient fragile moralement. Elle a commis une faute grave, elle n'est plus équilibrée. Il faut l'encadrer sur le plan matériel autant que possible, sur le plan psychologique autant que possible, et au besoin l'assister de façon permanente jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc, c'est une responsabilité partagée, et l'appel ici, c'est surtout aux parents de comprendre qu'un enfant qui est tombé dans cette situation n'a pas tué. Il a peut-être péché en désobéissant, mais il ne faut pas l'aider à s'enfoncer. On rappelle à nos chers téléspectateurs que Dr Tapa est bien un Africain, il n'est pas un Européen. Donc c'est un papa qui parle à d'autres, il s'adresse à d'autres papas. Parce que l'occasion, lorsque une femme tombe enceinte, une jeune fille, les ados, entre guillemets, les adolescentes, on se rend compte que c'est le moment de culpabiliser l'enfant, c'est le moment de la marginaliser, lui créer une chambre à part, alors que lorsqu'elle n'était pas enceinte, elle n'avait pas sa chambre, on lui crée une chambre, une case derrière, on la laisse, elle devient une laissée pour compte. C'est pour ça qu'on voulait votre avis là-dessus. Moi, j'en profite aussi, en même temps que les téléspectateurs. Oui, en fait, je crois qu'il y a un autre aspect qu'il faut relever ici, c'est que l'enfant qui arrive dans ces conditions devait constituer, c'est pas pour encourager les gens à attraper les grossesses avant, mais tout le monde gagnerait à prendre cet enfant avec une certaine délicatesse. La raison, c'est que quand vous voyez les femmes qui ont eu ce genre d'enfants grandir avec leurs enfants, à un moment donné, c'est enviable. Autant on ne peut pas l'encourager à ce niveau, mais autant ça fait plaisir de voir une jeune mère et son fils peut-être, qui est déjà un adolescent ou un adulte, étant encore très jeune. Ça, c'est un plaisir qu'on ne peut pas refuser. De l'autre côté, les parents devaient comprendre qu'une fois qu'on a fait des enfants, on est préparé à être grand-mère ou grand-père. Mais vous n'avez pas le pouvoir de dire à quel moment ça peut arriver. Quand ça arrive, il faut prendre ça avec beaucoup de sportivité. Et plus vous saurez prendre, mieux ça vaudra. Parce que autant vous allez prendre votre cas comme un cas extraordinaire, chasser l'enfant, le brutaliser et finir par les conséquences qu'on connaît, autant il y a des parents qui prennent ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de gaieté et qui réussissent à en faire quelque chose de formidable. C'est cet exemple qu'on peut recommander. Il faut comprendre qu'une fois que l'enfant est enceinte, elle est enceinte. Vous n'y pouvez plus rien. Vous avez échoué quelque part. Vous avez échoué la phase où il fallait éviter qu'elle tombe enceinte. Maintenant, elle est enceinte. C'est ça qu'il faut gérer. Il ne faut pas gérer comme si elle avait commis un crime. C'est arrivé. Quelle est votre responsabilité dedans aussi? Parfois, il faut se poser la question. Mais ce n'est pas pour que toute la famille s'écroule. On peut s'accrocher autour de ça et refaire une vie de famille qui est normale et qui est bien. Donc, en fait, les parents devaient plutôt se rééduquer par rapport à la gestion de ces situations de grossesse non désirée. Madame Gabette, vous avez peut-être quelque chose à rajouter là-dessus? Bon, le docteur a presque tout dit. Alors, nous continuons sur les préparatifs de la femme enceinte. On a constaté qu'avant d'accoucher, la femme enceinte avait des crises d'humeur. Et c'était source de nombreux problèmes au sein du foyer. Vous imaginez un homme qui rentre à 2h30 le matin et qui se fait assaillir par sa femme qui demande à boire du lait ou du yaourt. Ce monsieur est tout fatigué et il sort dans une grande insécurité pour pouvoir donner satisfaction à sa femme. Comment gérer ces humeurs? Tout d'abord, nous demandons toujours aux hommes d'accompagner leurs épouses parce que c'est des phénomènes naturels. Donc, ils doivent aussi accompagner les épouses dans ces périodes-là. Donc, nous emmenons toujours les hommes à venir même en consultation avec leurs épouses. Là, en donnant les conseils à la dame, nous essayons aussi de donner également des conseils à l'homme. Donc, de comprendre son épouse et d'attendre que peut-être la grossesse se passe. Notre but, c'est que la grossesse se passe dans de bonnes conditions et qu'à la fin, nous ayons également le bébé en bonne santé. Donc, dans la préparation de l'accouchement, en dehors de la préparation psychologique, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu.
Docteur Roger Tapa, vous êtes bien placé, vous avez été père, vous savez de quoi on parle sur ce plateau. Comment réagir face à une femme enceinte qui a des crises d'humeur et qui a des exigences alimentaires vraiment précises? Oui, il faut comprendre la psychologie de la femme enceinte. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est pas facile pour l'homme de faire plaisir à la femme. Ça, il faut qu'un homme, on comprenne ça. À plus forte raison quand cette femme a un problème particulier. La grossesse, c'est un état très, très, très spécial pour la femme, qui apporte un certain nombre de problèmes, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Et c'est un moment très délicat pour la femme qui est très, très, très sensible à certaines choses. Il y a des besoins anormaux qui se développent pendant la grossesse. Ce n'est un secret pour vous. Vous avez vu les femmes qui mangent le kaolin, de l'argile, alors que c'est dangereux pour leur santé. On reviendra peut-être là-dessus. Mais il y a des besoins particuliers qui se développent chez la femme enceinte et que le mari devait être préparé pour prendre en compte dans tout ce qui va se passer durant la grossesse. Parfois, elles sont vraiment désagréables, mais il faut comprendre qu'elle est dans une situation particulière où elle n'a plus toutes ses facultés habituelles pour penser que peut-être elle fait un peu trop. Et c'est parfois pas sa faute. Une femme qui vomit pendant une bonne partie de la grossesse, c'est pas elle qui veut vomir. Une femme qui n'arrive pas à dormir parce qu'elle a des douleurs, ce n'est pas elle qui va avoir les douleurs. Une femme qui a des besoins, elle n'arrive pas à manger et peut-être à minuit, elle veut du fromage ou quelque chose comme ça pendant la grossesse. Ce n'est pas pour vous embêter. Ça devait être un plaisir pour le mari de lui rendre cette satisfaction à ce moment. Et c'est ce qu'on recommande. Ce qu'il faut que les hommes comprennent, c'est que leur rôle, c'est de prendre soin de leur femme et de prendre soin de leurs caprices pendant la grossesse, qui est un état particulier où la femme a des besoins particuliers. Docteur Roger Tapa, Madame Gabet veut rebondir sur la question. Oui, je voulais revenir sur les éléments de l'accouchement, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments d'accouchement que les femmes ne maîtrisent pas encore en Afrique. Par exemple, le groupe sanguin, on dit toujours à la femme que dès que nous connaissons le groupe sanguin, on lui dit qu'il faut apprêter les donneurs. Parce que généralement, en cas de transfusion, il faut les donneurs. Nous recevons, vous parvenez, on reçoit un appel du Gabon. Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bienvenue sur Afrique Santé. Moi, je suis ici au Gabon. Oui, bonsoir. Je voulais intervenir à propos de... Nous écoutons. Bon, je voulais participer à propos de l'autre qui vient de parler à propos de jeunes filles enceintes là. Nous écoutons, monsieur. Je voulais savoir souvent parce que, bon, selon d'autres parents, on se dit souvent, quand une personne fait un enfant dans la vie, c'est tout petit. Ce qu'on attend, c'est l'honneur, seulement ce n'est pas grand-chose. Mais au retour, quand la fille vous amène peut-être des cas désirés dans la famille, vous voyez, bon, ça fait d'autres parents deviennent désespérés. Bon, c'est tout ce que je voulais dire seulement. Merci pour votre participation. Merci, monsieur, pour votre participation. Le monsieur relève le désespoir que les parents ont. Oui, et c'est vrai parce que les parents, en tant que parents, on met un standard pour la famille. C'est tout à fait normal. Et ce standard est parfois élevé. Le sens de l'honneur est très élevé en Afrique. Le sens de l'honneur dans nos familles, c'est un problème important, c'est une préoccupation permanente. Et chaque famille aimerait voir sa fille grandir, s'épanouir, se fiancer, aller en mariage avant d'avoir un bébé. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas toujours comme nous avons programmé. Il arrive que ça se passe différemment. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est arrivé? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut donc tuer tout l'honneur de la famille en ayant une fille qui est misère, qui accouche dans les mauvaises, ou qui cherche à avorter, ou qui va jeter l'enfant au moment de l'accouchement parce qu'on veut sauver l'honneur de la famille? Où se trouve l'honneur de la famille? C'est ça la question maintenant. Une famille qui sait préserver son honneur va savoir gérer son mal. C'est-à-dire gérer ça, c'est faire que la fille accouche dans des conditions particulières,
qui ne sont pas des moindres pour faire envier même certaines personnes dans des conditions différentes. Donc, il convient ici de savoir recadrer l'honneur de la famille, le sens de l'honneur. Le parent n'a pas à être désespéré. C'est des phénomènes naturels, c'est des phénomènes sociaux que nous sommes appelés à vivre. Le tout, c'est de ne pas vivre devant une situation qui existe comme devant une situation qui n'existait pas. Le sens de l'honneur, c'est souhaiter que la fille grandisse, se marie avant d'accoucher. Maintenant, ça n'arrive pas, elle a accouché. Il faut gérer ça. En tant que parent, l'honneur maintenant, c'est montrer que vous avez pris soin de cette fille de façon exemplaire. Et c'est ça le sens de l'honneur. Donc ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que l'enfant a été enceinte que le sens de l'honneur s'arrête qu'il faut être désespéré. Il faut continuer ce sens de l'honneur dans le suivi de l'enfant jusqu'à ce qu'il accouche et dans le suivi de l'enfant jusqu'à ce qu'il reprenne ses activités. C'est-à-dire que si la fille doit reprendre l'école, qu'elle reprenne l'école. Si elle doit trouver un travail, ou bien si elle travaille, qu'elle reprenne son travail. C'est ça le sens de l'honneur. Donc exactement, le sens de l'honneur n'est pas d'abandonner sa fille. Pas du tout. C'est de prendre soin de cette fille. Voilà, prendre soin de sa fille, le plus besoin. en faire un exemple, montrer que la famille a des capacités à s'adapter à une situation nouvelle. C'est ça le sens de l'honneur, c'est pas le désespoir. Nous allons peut-être accueillir Dr Bekono, qui est gynécologue. Bienvenue sur le plateau d'Afrique Santé. Merci. Je m'excuse du retard. J'avais une réunion qui a empêché que je vienne plus tôt. Il fallait exposer aux femmes ce que c'est que le cancer du col, comment le dépister. Je pense que c'est aussi un sujet important et je regrette que je sois venu avec un retard. Les téléspectateurs comprendront que vous êtes très occupés, vous occupez de toutes les femmes africaines. Docteur Bekono, comment gérer les humeurs d'une femme enceinte? C'est la question que les hommes se posent aussi. Je pense qu'un homme qui prend épouse doit comprendre que chaque fois qu'elle sera enceinte, il y aura des humeurs. Et ces humeurs, ce n'est pas la femme qui veut changer d'humeur, c'est les hormones. Vous permettez, docteur Bekono? Vous avez l'antenne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir. Bienvenue. Oui, allô. Bienvenue. Bonsoir. Oui, je m'appelle. Oui, allô. Nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce que le monsieur vient de dire. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Ouais, il parlait du sens de l'honneur. Oui. Ok, il parlait du sens de l'honneur, en fait. Je voulais clarifier le mot sens de l'honneur. Le sens de l'honneur, c'est d'abord à l'éducation, au niveau éducation, pour éviter que ces jeunes filles ne prennent de grossesse. Et si vous abandonnez vos enfants, elles s'habillent n'importe comment, elles se déshabillent, elles marchent, elles s'amusent, elles partent dans les fêtes et elles prennent de grossesse, vous devez assumer. Donc le sens de l'honneur, c'est dans l'éducation. C'est de retour à nos valeurs. Les valeurs que nous avons trouvées nos parents. Nos parents, voilà. Donc nos parents nous ont bien éduqués. Pourquoi nous, on ne doit pas bien élever nos enfants? On veut toujours copier ce qui se passe chez le blanc. Voilà. Merci, monsieur. Notre intervenant fait remarquer que l'accent que l'honneur est mis plutôt sur l'éducation que après les dégâts causés par cette précocité dans l'accouchement. Tout à fait, je suis très ravi et je félicite cette intervention qui fait appel à un autre aspect particulier. Quand on parle du sens de l'honneur d'une famille, ce n'est pas quand l'enfant est tombé enceinte, c'est avant que l'enfant ne tombe enceinte. J'ai mentionné plus tôt tout à l'heure qu'on a échoué aussi quelque part quand l'enfant est tombé enceinte de façon précoce. La famille a échoué quelque part aussi. Donc, le sens de l'honneur, c'est bien qu'il mentionne l'aspect éducation. Quand le sens de l'honneur d'une famille passe par l'éducation, passe par les standards, passe par ce que cette famille se donne comme image. Et il fait bien de mentionner les tendances qu'on a aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire copier l'Occident. Hein, les enfants s'habillent, n'importe où, vous voyez des petites filles de 15 ans qui s'exposent dans des tenues très voluptueuse. Voilà. Et donc, il faut supporter les conséquences. Ces enfants s'habillent comment? Ils achètent ces habits comment? C'est les parents qui financent.
Ils s'habillent, ils sortent de quelle maison? Ils sortent de la maison où vivent avec les parents. Donc l'éducation ici a un poids très très lourd dans ce qui arrive. On s'est attardé sur la grossesse, mais avant la grossesse, il faut voir ce qui s'est passé. Vous faites bien de le dire. Nous recevons un appel du Sénégal. Bonsoir. Allô. Bonsoir Aminata du Sénégal. Bonsoir monsieur. Depuis j'essaye de vous joindre mais sans succès. Je suis ravie de vous avoir. Bonsoir à tout Afrique Média. Merci. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Premièrement, je voudrais vous poser une question à la sage femme, à savoir, est-il possible d'éviter les déchirures lors d'un accouchement? Je veux savoir si c'est possible d'éviter les déchirures lors d'un accouchement. Deuxièmement, je veux savoir, lorsqu'on provoque un accouchement, quels sont les risques de la provocation? Est-ce que c'est bien de provoquer un accouchement? Est-ce qu'il y a des risques à cela? Et ma troisième question, c'est savoir pourquoi il y a des femmes qui, lors d'une grossesse, se portent bien, n'ont même pas de nausées, pas de vomissements, mangent bien, sont normales. Par contre, il y en a d'autres qui souffrent au martyre. Je ne sais pas, qui sont couchés sur le lit de l'hôpital jusqu'à l'accouchement. Je vous en prie, merci pour votre débat. Je suis très contente que vous ayez un débat sur la santé. C'est la deuxième fois que je suis. Je suis très contente. Merci. J'attends les réponses à mes questions. Okay. Merci de votre contribution. On ne va pas tout de suite répondre à cette question. Tout est prévu dans l'organisation de cette émission. Elle va juste souffrir d'attendre quelques moments. Elle aura ses réponses. Nous avons le docteur Bekono qui va se charger de donner toute la satisfaction possible à cette intervenante. Nous sommes sur la gestion des humeurs. Les hommes veulent savoir, est-ce qu'il y aura un médicament, il y aura une injection, il y aura une solution à boire pour pouvoir calmer la femme lorsqu'elle a ses humeurs, ses crises dans le foyer? Une femme qui conçoit est soumise à des hormones. Et généralement, ce sont ces hormones qui modifient les humeurs. Donc, on ne peut rien faire parce que parmi ces hormones, il y en a qui contribuent même à maintenir la grossesse. Et vous allez faire comment pour arrêter la sécrétion de ces hormones? Donc je pense qu'on doit simplement comprendre qu'une femme en grossesse, c'est tout son être est en train de changer. Et il faut accepter, il faut l'accompagner pour que ce ne soit pas un calvaire pour elle. Parce que certaines, vous verrez, comme m'a dit le docteur Tapa, ont des addictions, elles mangent le kaolin, sachant que le kaolin est contre-indiqué. D'autres vous diront que non, je supporte plus l'odeur de la terre humide. Donc, il y en a qui vous diront que je déteste telle personne et véritablement, elle déteste cette personne-là. Donc, il faut l'accompagner dans cette épreuve qui, ma foi, ne dure que 9 mois. Donc cette épreuve assez douloureuse pour le parent qui n'est pas assez compréhensif, la seule solution qu'on donnerait, c'est de supporter ou d'accompagner, alors en termes plus simples. C'est de supporter et d'accompagner. Supporter et d'accompagner. Oui. Vous introduisez la prochaine question qui s'adresse à Madame Gavet. Madame, on parle d'obésité, il y a aussi les caprices alimentaires. Après les humains, il y a les caprices alimentaires. La femme veut manger à tout prix et il veut manger peut-être tout ce qu'elle a sur la table. Comment éduquer la femme? Qu'est-ce qu'il faut manger quand on est enceinte? Donc, la femme, elle doit manger équilibré. Donc, pas d'excès. Parce que l'excès nuit toujours. Donc, nous demandons aux femmes enceintes de beaucoup manger parce que dans son alimentation, le fer est très important. Donc, elle doit manger beaucoup de légumes, du calcium également. Donc, généralement, une alimentation équilibrée et surtout pas d'excès. L'alimentation, les légumes? Oui, hein, les légumes doivent être en abondance parce que c'est ça qui donne le fer à la femme enceinte. Parce que généralement, les femmes, docteur Tapa, sous votre contrôle, font assez d'efforts pour ne pas prendre du poids. Elles savent que c'est contre-indiqué pour une grossesse, mais elles ne savent pas ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Est-ce que les légumes, on interdit de ne pas manger trop sucré, trop salé, et qu'il faut manger beaucoup de légumes? Quels sont les aliments typiques en Afrique? Le sol est très riche. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce que vous favorisez dans leur alimentation? Beaucoup de légumes, beaucoup. Parce que j'ai dit tantôt que les légumes contiennent du fer. Et la femme enceinte a besoin du fer pour éviter l'anémie. Est-ce qu'on peut manger aussi des compléments alimentaires?
on peut prendre les compléments alimentaires pour associer à son repas. Docteur Bekono. Docteur Bekono, vous pouvez nous dire davantage. Les compléments alimentaires, je n'ai rien contre ceux qui font la promotion, mais je pense qu'en Afrique, le sol est riche et nous avons une alimentation qui est en majorité bio. Donc, je pense qu'on n'a pas toujours besoin de ces compléments alimentaires pour avoir une alimentation équilibrée. Quand on prend nos parents qui ne connaissaient pas des compléments alimentaires, je crois qu'ils étaient tous dodus et on ne doit pas verser dans la facilité en disant oui, les compléments alimentaires dans notre alimentation. Je ne pense pas que ça porte véritablement... Docteur Bekono, il vaudrait mieux manger bio, c'est-à-dire naturel, que de prendre ces compléments alimentaires associés au régime du femme enceinte. Pour compléter, je pense qu'il faut aussi conseiller à ces femmes une alimentation riche en calcium, le lait par exemple, les œufs, leur demander aussi de prendre des protéines d'origine animale. Le lait, les œufs, les légumes, et on a la chance que tout cela est disponible en Afrique. On en a à profusion. Oui, je voudrais un peu rebondir par rapport aux compléments alimentaires. Aujourd'hui, dans le monde, aux États-Unis par exemple, on s'est rendu compte que quelle que soit la ration alimentaire d'un individu, trouver tous les nutriments nécessaires dans une ration alimentaire journalière, ce n'est pas donné. La raison, c'est que l'une des principales raisons, c'est qu'il faut que cette alimentation soit variée au maximum pour avoir tous les nutriments dont on a besoin. La deuxième raison, c'est que chaque quantité d'aliments qui est censé contenir un nutriment doit être mangée en quantité suffisante. Parce que le piège des nutriments aujourd'hui, c'est que c'est les doses journalières recommandées. Quand on dit que vous avez besoin de calcium, de vitamine A, c'est des doses journalières recommandées. Donc, vous ne saurez prendre la dose d'une semaine en une fois ou bien d'un mois en une fois. C'est des doses journalières recommandées. Ceci dit, il faut donc que votre ration alimentaire apporte les différents aliments qui vont vous donner et le calcium et la vitamine A et à dose suffisante pour couvrir les doses journalières recommandées. Ça, c'est très, très, très difficile et très, 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 très utopique. L'autre côté, le processus de fabrication des aliments. Vous pouvez prendre la carotte qui est riche en vitamine A au début, mais le temps que la carotte passe du marché à la table, il y a beaucoup de choses qui ont permis que sa quantité de vitamine A diminue. Il faut bien qu'on se le dise. Et donc, pour que vous comptez retenir, avoir votre vitamine A de la carotte seulement, il faut non seulement des grandes quantités, mais il ne faut pas que le processus de préparation suive certains trucs. Il y a les vitamines, par exemple, ont des propriétés solubles dans l'eau, c'est-à-dire que quand on lave certains aliments, il y en a qui s'en vont. Il y a des propriétés thermolabiles, c'est-à-dire que ça s'évapore au moment de la cuisson. Donc, vous pouvez bien préparer tout ce que vous avez et que vous croyez riche, et à la fin, vous n'avez pas tous les nutriments dont vous avez besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde, les gens pensent que les compléments alimentaires, qui sont des extraits alimentaires faits de façon naturelle, comme on le dit, viennent compléter votre... C'est pour ça qu'on appelle ça complément alimentaire. Ce n'est pas que dans votre alimentation, vous n'avez pas des éléments, mais on pense qu'il faut compléter. Il y a des gens qui le pratiquent depuis longtemps dans le monde. Quand vous allez au Japon, par exemple, les compléments alimentaires, c'est depuis plus de 100 ans. Et c'est dans les habitudes. Nul doute qu'avec leur politique de l'eau et les compléments alimentaires, ils aient l'une des meilleures espérances de vie et l'une des meilleures santé qu'on note dans le monde. Donc, et ajouter à ça l'exercice, bien entendu. Donc, il faut nuancer un peu l'apport des compléments alimentaires. Et quand vous prenez une femme enceinte qui est délicate, chez qui les besoins ont doublé, et qui vomit parfois, ou bien qui n'a pas d'appétit pour telle ou telle chose, il faut faire attention. Les compléments peuvent être importants pour cette femme qui ne peut pas, dans les aliments,
trouver tout ce dont elle a besoin. Donc il faut un peu nuancer ça. Le problème aujourd'hui, c'est quel type de complément il faut à ces femmes. C'est là où il faut faire attention. Comment ils ont été, ces compléments, comment ils ont été préparés, qu'est-ce qu'ils contiennent effectivement, c'est ça la question. En résumé, docteur Roger Tapa, ça veut dire à la consommation bio pour une femme enceinte, qui veut dire la consommation naturelle. On peut associer la consommation des compléments alimentaires. Qui ne serait pas de trop, je pense que c'est même prudent. Et je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faut relever, l'occidentalisation de l'alimentation chez nous qui est devenue la mode. Vous prenez par exemple l'huile de palme, qui est une huile riche en antioxydants, il faut le dire. C'est une huile qui digère le plus rapidement possible que presque toutes les huiles raffinées et qui a donc des propriétés très bien pour la santé. Mais nous, comment on le prépare? On grille, donc on tue toutes les propriétés antioxydantes et ça devient pratiquement une huile raffinée. Donc il y a cette occidentalisation qui fait que on ne peut plus se vanter de trouver tout ce dont on a besoin dans ce qu'on mange. Parce que vous prenez un légume, par exemple, en Afrique, la manière de le préparer par groupe social est différente. Il y en a qui lavent complètement, il y en a qui ne lavent pas beaucoup. Selon qu'on est nettoyé, et c'est ça qu'en anglais, il parle du food processing, qui est un facteur. Si, selon qu'on est nettoyé avec tous ces éléments pendant longtemps ou pas, le légume est riche ou pauvre. Donc, vous pouvez prendre un aliment bio, mais la transformation de la cueillette du champ jusqu'à la table pose un problème. Autre chose, il faut être réaliste. Aujourd'hui, avec les contraintes de la vie, les gens doivent travailler pour vivre, les gens doivent prendre soin de leur famille, les gens doivent courir à longueur de journée. Quand vous prenez la catégorie des gens qui travaillent, combien de personnes ont le temps de s'asseoir le matin, prendre le petit déjeuner normalement, manger à midi normalement et manger le soir avant d'aller au lit? Je parle des gens qui sont nantis, qui ont les moyens de le faire. Très peu. Très peu, je peux vous le dire. On est occupé à beaucoup de choses, sauf la machine qui fait ces choses, c'est-à-dire le corps en réalité. D'où la nécessité pour ces gens, de temps en temps, de prendre des compléments alimentaires. En résumé, docteur Roger Tapa, on retiendra que la consommation des compléments alimentaires ne fait l'objet d'aucune interdiction médicale pendant la grossesse. Oui, il faut peut-être préciser, vu l'état particulier de la femme enceinte, que le premier trimestre qui est toujours délicat, c'est-à-dire que pendant la phase où l'enfant se forme, il faut éviter de donner des substances qui n'ont pas été étudiées pour être saines. Mais passé cette période, je ne pense pas que ce soit un problème pour la femme enceinte de prendre des compléments. Donc, le premier trimestre pour la femme enceinte, il vaut mieux manger bio, naturel, voilà, et attendre que cette période passe pour pouvoir associer les compléments alimentaires. Au besoin, oui. Au besoin. Madame Gabet, l'obésité chez la femme, c'est un facteur de risque pour l'accouchement. Pour les femmes obèses, madame, quel est le poids limite qu'il faut prendre durant 9 mois? À partir de quel moment on peut parler d'obésité chez la femme enceinte? La femme enceinte, normalement, elle ne doit pas excéder 10 kilos pendant sa grossesse. Pendant les 9 mois. Pendant les 9 mois, elle ne doit pas excéder les 10 kilos. Parce que si elle excède, probablement, on aura une macrosomie fœtale. Et donc, l'enfant ne pourra pas certainement sortir facilement par voie basse. Et docteur Bekono, qui veut dire quelque chose là-dessus? Plus ou moins 3. 12 kilos, plus ou moins 3. Ça veut dire qu'elle ne doit pas prendre moins de 9 kilos et on ne doit pas aller au-delà de 15 kilos. Maintenant, lorsque on est dans cette fourchette, on pense que c'est acceptable. Mais maintenant, une femme qui vous revient, qui a pris 4 kilos en un mois, vous devez vous poser des questions. Pourquoi elle a pris autant de kilos en un mois? Donc, il faut aller rechercher les causes et d'où l'intérêt de la consultation. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les consultations prénatales recentrées, on dit qu'il faut 4 consultations pour une grossesse. On pense que 4 consultations sont suffisantes pour une grossesse. Mais lorsque la femme éprouve des difficultés, il faut toujours recourir voir un personnel qualifié pour qu'on recherche ensemble quelles peuvent être les causes de cette prise de poids inexpliquée. Donc l'obésité se situerait au-delà de 15 kilos.
Non, pendant la grossesse. Maintenant, l'obésité, on définit l'obésité par rapport à l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle. Maintenant, pour une certaine taille, il faut un certain poids. Il y a des squelettes légers, des squelettes moyens, des squelettes lourds. Maintenant, lorsque on a calculé l'indice de masse corporelle et qu'on se retrouve au-delà de 30, on doit commencer à se poser des questions. Il y a des femmes obèses qui font leurs enfants sans que cela ne pose aucun problème. Maintenant, lorsqu'on a un enfant qui prend exagérément le poids pendant la grossesse, il faut aller rechercher pourquoi cet enfant a pris tant de grammes. Parce qu'il est défini qu'un enfant à 28 semaines vous fera autour de 800 grammes. Un enfant à 30 semaines vous fait autour de 1 kg. À 32 semaines, il est autour de 1,5 kg. À 34 semaines, il est autour de 2 kg. Si maintenant vous vous retrouvez à 36 semaines avec un enfant qui vous fait par exemple 3,5 kg, vous devez commencer à vous poser des problèmes. Ce n'est plus normal parce que en fin de grossesse, l'enfant prend autour de 250 grammes par semaine. Donc, c'est des standards reconnus et que nous essayons de vérifier pendant la grossesse. Maintenant, l'examen de 36 semaines à l'examen de 36 semaines, le personnel qui reçoit la dame doit décider du mode d'accouchement. Donc, s'il trouve des irrégularités, il doit chercher à comprendre et décider du mode d'accouchement de cette femme. Est-ce que, au vu du poids, au vu du bassin de la dame, cet enfant peut sortir par voie basse. Auquel cas, il faut indiquer une césarienne qu'on fera autour de 38 semaines. Et quelles sont les conséquences auxquelles pourrait s'exposer une femme qui est en état de surpoids pendant une grossesse? Au niveau de l'opération, quelles sont les conséquences surpoids, ça ne pose pas un problème majeur, mais maintenant j'ai dit il y a des maladies, bon, on parle de pathologies qui peuvent amener qui peuvent au départ ne pas poser de problème, mais pendant l'opération vous amener des soucis. Par exemple, une femme qui vous fait une maladie hypertensive que vous décidez d'opérer, par exemple, elle court un risque de vous faire un hématome rétroplasentaire. Avant d'arriver à l'opération, elle a des risques de vous faire un hématome rétroplacentaire, elle a des risques de vous faire une coagulopathie. Donc, il faut rechercher tous ces facteurs, il faut avoir à l'esprit tous ces facteurs avant maintenant d'enclencher le processus. Madame Gabet, en tant que sage-femme, quels sont les risques qu'on peut rencontrer pour une femme qui mange sans peut-être se contrôler, je le dis de manière profane? Non, pendant les visites prénatales, nous essayons juste de lui donner des conseils, de ne pas trop manger parce que on la prépare. Si elle mange trop et que l'enfant est gros, qu'elle s'attende à un gros bébé et pas forcément, l'enfant ne pourra pas forcément passer par voie basse. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de suivre la femme pendant la consultation prénatale. Il y a la hauteur utérine qui essaie de nous orienter. Si on prend une hauteur utérine et qu'on sent par exemple que ça, c'est une grossesse peut-être de 32 semaines et la hauteur utérine nous montre plus, donc la hauteur utérine est plus, on lui dit, mais attention, ici, là, il y a un problème. Comme le gynécologue a dit tout à l'heure, il n'y a que l'échographie pour essayer de nous éclairer en ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est toujours les conseils, Donc, notre rôle, c'est beaucoup plus les conseils. Donc, un gros bébé peut aussi poser des problèmes lors de l'accouchement? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de macrosomie fœtale. Ça pose des problèmes pour la mère, des problèmes pour le fœtus lui-même, parce que cet enfant doit passer, il y a une filière génitale par laquelle il passera. Maintenant, s'il y a une adéquation entre le bébé et cette filière, il va sans dire que ça va bloquer. Il peut avoir une rétention par des épaules. Vous avez une tête qui sort et les épaules qui ne peuvent pas sortir. Vous pouvez avoir des déchirures qui peuvent être à l'origine d'un saignement qui va emporter la mère. Donc, c'est des éléments qu'il faut gérer. Et c'est vrai que pour une primipare qui arrive, qui n'a pas de problème particulier, qui a un bassin normal, quel que soit le poids du bébé,
il est indiqué de laisser cette femme entrer en travail, lui faire subir ce qu'on appelle généralement une épreuve du travail. Mais maintenant, nous avons des guidelines qui, c'est-à-dire une femme en travail, c'est une femme qui est déjà à 4 cm de diamètre. Si maintenant, à 4 cm, vous avez ouvert votre paratogramme et que après 6 heures, après 4 heures, il n'y a pas de modification, vous devez commencer à vous poser des questions. Et vous devez agir parce que les concepteurs de cet élément, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un élément, on ne peut pas faire un accouchement aujourd'hui sans paratogramme. Maintenant, si après 4 heures, la dilatation n'a pas avancé, la tête, disons la descente n'a pas évolué, il faut se poser des questions et il faut agir. Et vous avez une ligne d'alerte, une ligne d'action. Dépasser la ligne d'action, vous êtes obligé, parce qu'il y a un adage en obstétrique qui dit le soleil ne se lève pas durant 2 jours sur une femme en travail. En tenant compte que le travail, c'est que lorsqu'on a atteint 4 cm de dilatation. Parlons à présent de la libido, peut-être avec Madame Gabet. La libido qui est l'énergie sexuelle que l'homme et la femme possèdent. Pendant la grossesse, on va prendre 3e et 6e mois, on a constaté scientifiquement qu'il y a une élévation de la libido chez la femme qui réclame son partenaire. Est-ce qu'il y aurait des risques pour un partenaire homme de se livrer à des activités sexuelles avec une femme enceinte? Parce qu'il y a d'aucuns qui disent que lorsqu'on se livre à des activités sexuelles à cette période-là chez la femme enceinte, ça peut provoquer un accouchement prématuré, ça peut provoquer la perte des os et ça peut aussi endommager le bébé d'une autre manière. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le sperme de l'homme contient la prostaglandine. Mais qu'à ça ne tienne, nous conseillons toujours les rapports sexuels, on ne les interdit pas. Surtout que s'il n'y a pas de problème, si la femme est en bonne santé, pourquoi devons-nous proscrire les rapports sexuels? Donc l'homme doit seulement aller tout doucement, il ne doit pas aller avec la brutalité. Donc, les rapports sexuels, non, les rapports sexuels ne sont pas interdits pour une femme enceinte avec son partenaire. Non, sauf s'il y a problème, sauf s'il y a un problème. Docteur Bekono. Pour compléter ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, les situations pendant lesquelles les rapports peuvent être contre-indiqués, une femme qui a un placenta bas inséré. Une femme qui a un placenta bas inséré, ou recouvrant. On parle généralement de placenta previa. On essaie de déconseiller les rapports à cette femme parce que c'est une dame qui peut vous faire des saignements et des saignements qui peuvent menacer sa vie. Ouais. Donc on va contre-indiquer. Par contre, en fin de grossesse, nous conseillons quelquefois aux femmes d'avoir des rapports avec leur conjoint, comme elle dit Madame Gabet, parce que dans le sperme, il y a la prostaglandine et qui peut être un élément déclencheur du travail. Donc, c'est discuté, c'est au cas par cas qu'on verra. S'il n'y a pas de contre-indication, on dit à la dame, parce qu'il y en a qui posent cette question. Donc en général, on ne peut pas dire que c'est une interdiction absolue. Non, ce n'est pas une interdiction absolue. Voilà qui va rassurer les hommes. Docteur Rocher, t'as pas peut-être. Non, mais disons que c'est un sujet assez sensible et assez difficile. On vous a dit tout à l'heure que les femmes avaient des envies bizarres pendant la grossesse. Et de l'autre côté, il peut arriver que ce soit pendant cette période qu'elle a vraiment envie de son mari. Ça peut arriver aussi qu'elle déteste son mari pendant toute la grossesse. Ça, c'est des cas qu'on observe, c'est 2 extrêmes. Alors, dans le cas contraire, quand elle a envie de son mari, on ne peut pas, on va dire de faire attention. Ce qui est vrai, quand vous leur dites de ne pas avoir des rapports, vous vous trompez, ils vont tricher. Il vaut mieux dire, comme Mme Gabet l'a recommandé, d'être doux, de savoir y aller et de comprendre que... Et beaucoup de femmes dans ces conditions ne restent pas tranquilles parce qu'elle a peur que son mari va aller dehors. C'est ça, il faut bien comprendre la psychologie de la femme enceinte. En même temps, elle a ce problème qu'il faut tenir, mais en même temps, elle a la préoccupation que son mari, comme il ne se satisfait pas à la maison, va aller dehors. C'est un dilemme. Et donc, on ne peut recommander qu'au mari d'avoir du tact et d'avoir une certaine douceur quand il a affaire. Et ça, c'est pas seulement en matière de rapports sexuels. On le dira jamais assez. C'est le moment délicat pour la femme et les hommes doivent se consacrer
vraiment à ces périodes avec beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, sans chercher parfois à comprendre. Voilà qui est bien dit. Docteur Bekono, on parle maintenant de déclenchement. À quelle période peut-on déclencher un accouchement? Un accouchement, c'est à 40 semaines, c'est autour de 284 jours par an. 40 semaines, ça fait combien de mois, pour parler simplement? En gynécologie, on parle plus de semaines d'aménorrhée. SA, semaine d'aménorrhée? Oui, parce que ça nous permet de définir un certain nombre de choses. Dans notre environnement, on vous parlera d'avortement jusqu'à 28 semaines, en sachant que dans les pays développés, c'est autour de 20-22 semaines. Parce que dans les pays développés, on peut prendre un enfant de 22-23 semaines, on l'élève on le conduit jusqu'à maturité. Et quelles sont les raisons qui peuvent pousser à déclencher un accouchement? Ou c'est par convenance, c'est la mère qui décide? Non, ce n'est pas par convenance. Il y a des situations, des maladies qui peuvent nous amener à déclencher un accouchement. Ou quand, c'est vrai qu'il y a des situations où par convenance, on peut, mais mes patrons ont toujours émis des réserves quant au déclenchement du travail désiré. Donc ils pensent que ce n'est que devant certaines maladies qu'on peut être amené à déclencher un travail. Et il faut déclencher le travail lorsqu'on est sûr de la maturité pulmonaire de l'enfant. Parce qu'un enfant, par exemple, certains, on dira toujours qu'à 37 semaines, l'enfant est mature. Mais il y a des situations où, à 37 semaines, l'enfant n'est pas mature. Une femme qui vous fait un diabète gestationnel peut avoir un enfant à 37 semaines qui n'est pas mature. Et cette maturité pulmonaire, on peut l'avoir une semaine après ou à 38-39 semaines. Donc, il faut s'assurer de la maturité pulmonaire. C'est vrai qu'il y a des petits tests qu'on peut faire dans son cabinet pour rechercher la maturité pulmonaire. Mais ce n'est pas le lieu de commencer. Nous le disons parce qu'il y a des téléspectatrices qui ont dit, une qui était vraiment enceinte lorsque tu es sur le terrain, qui a dit qu'elle en a marre de porter l'enfant puisque l'enfant lui cause beaucoup de souffrance. Elle voulait savoir si on peut déclencher juste par convenance. Est-ce que médicalement c'est autorisé? Médicalement, c'est acceptable. Mais il faut savoir que derrière un déclenchement du travail, il peut y avoir des complications qui peuvent être dramatiques pour la mère. Quand vous décidez de déclencher le travail, il y a un bilan que vous faites obligatoirement, une numération, un test de coagulopathie, de coagulation pour rechercher si... Parce que ce déclenchement peut finir par une intervention chirurgicale. Donc, ce n'est pas anodin de déclencher un travail. Il peut même arriver que vous tentez un déclenchement et que vous n'y arrivez pas. On a vu des situations. Donc, derrière un déclenchement du travail, il faut être prudent, hyper prudent. Donc, c'est interdit les déclenchements par convenance? Je n'ai pas dit que c'est interdit, mais il faut le prendre avec beaucoup de tact, beaucoup de dextérité. Et que c'est au cas par cas que le praticien va choisir de déclencher ou de ne pas déclencher. Et parlons des déchirures qui font souffrir les femmes chaque fois. Est-ce que les déchirures chez les femmes, Madame Gabet, c'est pour chaque accouchement qu'il faut noter une déchirure ou bien il peut avoir un accouchement sans déchirure? Oui, il peut généralement avoir des accouchements sans déchirure. Et la déchirure, ça dépend de celle qui pratique l'accouchement. Parce qu'il y a la manière de faire l'accouchement. Vous ne pouvez pas laisser l'enfant venir seul. Parce que de toutes les façons, il y a un système. Il y a une méthode pour ça. Or, à un moment donné, si vous voyez que la tête est très grosse et que la femme peut se déchirer, on est obligé de faire souvent l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est facile à réparer. Alors que la déchirure périnéale, il y a 3 degrés. Si la femme arrive, par exemple, au 3e degré de déchirure périnéale, elle sera obligée de passer sûrement par le bloc. Donc, pour éviter tous ces problèmes, il vaut mieux faire l'épisiotomie parce que là, ce sera facile de réparer. Donc, il y a une différence entre l'épisiotomie et la déchirure périnéale. La déchirure périnéale. Une épisiotomie, c'est quand on coupe la chair, on crée la blessure avec les ciseaux pour réparer après, et agrandir. Et là, on a le choix de l'endroit où la blessure va se trouver. Alors que la déchirure, c'est spontané, ça peut être au niveau du périnée, c'est-à-dire que ça va vers l'anus. Et là, on peut avoir d'autres complications liées à cette déchirure. Donc, le choix, souvent, n'est même pas à faire. Il faut faire
l'épisio quand le cas se présente, pour éviter d'arriver à une déchirure au niveau du périnée. Donc, c'est un peu ça. Et s'il n'y aurait pas de disposition, Dr Bekono? La déchirure ne tient pas toujours compte du poids du bébé. Tout à fait. Parce qu'il y a des bébés, des petits poids, qui vont vous faire des grosses déchirures. Imaginez un enfant qui sort comme un bouchon de champagne. Vous attendez à quoi? Donc forcément, c'est parce qu'on a un petit poids c'est parce qu'on a un gros poids qui a forcément une déchirure. Donc un petit poids peut entraîner une déchirure chez la femme. Et un gros poids n'entraînera pas de déchirure. Ça dépend de l'expérience et de l'habileté, du praticien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce que nous appellerons généralement les SONU, les soins obstétricaux d'urgence, on demande de plus en plus que les accouchements soient faits par un personnel qualifié, bien formé, parce que c'est important. Même cet épisio qu'il faille faire, il y a c'est lorsque vous avez par exemple une grosse tête et que vous sentez que la tête ne peut pas passer, il y a des signes qui vont vous indiquer que cet enfant-ci, s'il on tente de forcer le passage, il va créer il peut être à l'origine d'une déchirure. Et c'est à ce moment-là que vous allez, par exemple, un périnée qui se distend et qui prend une couleur blanchâtre, ça vous amène à vous... lorsque vous maîtrisez les étapes de l'accouchement, vous savez qu'à ce niveau, il faille faire une épisiotomie pour éviter. Nous allons prendre les derniers mots, nous sommes arrivés presque à la fin. Mais il y avait une question d'une auditrice par rapport à Madame Gapet, je crois, qui demandait si on peut éviter la déchirure pendant l'accouchement. Je crois qu'elle a appelé du Sénégal. Ce serait un manquement si on ne répond pas. Je pense que nous avons parlé des déchirures périnéales. Je disais, on peut éviter. On a dit tout à l'heure que ça dépend du personnel. Donc, si on a un personnel qualifié en face de nous, la déchirure périnéale peut être évitée. Elle avait une autre question, si je me souviens bien, pour respecter le Docteur Roger Tapa, j'ai tenu compte de ces questions que j'ai posées à Docteur Bekono. Et vous non, faites mais bien. Il y a une question qu'elle a posée. Comment il y a certaines femmes qui font leur grossesse sans problème et d'autres femmes qui sont même hospitalisées pendant toute la durée de leur grossesse. Je crois que le docteur... Nous, exactement, on fera bien. Il y aura d'autres éditions, on pourra y répondre. Je prends le mot de la fin, Docteur Bekono. C'est un sujet assez intéressant. Qui va certainement se poursuivre. Je le pense. Et la grossesse n'est pas une fatalité. Je pense qu'une femme qui n'a pas d'enfant, la plupart du temps est malheureuse. Nous avons souvent observé dans la société des ménages qui volent en éclats parce que la femme n'a pas pu faire d'enfant. Ce que je dirais aux femmes, soyez contentes de pouvoir faire vos enfants, accepter toutes ces épreuves. Et celles qui viennent dans mon cabinet, je leur dis souvent, la seule personne qui vous a véritablement aimé dans le monde, en dehors de Dieu, c'est votre mère. Et je crois que, comme mot de fin, c'est d'encourager toutes ces femmes qui sont enceintes, et pour celles qui ne le sont pas, de tout faire pour accoucher entre 20 et 35 ans. D'accoucher entre 20 et 30 ans, 5 ans. Oui, je dirais que ça c'est un sujet très important. On aimerait encore revenir sur ce plateau pour en discuter énormément. Donc je dirais aux femmes qui sont enceintes de ne pas s'amuser avec leur visite prénatale, de prendre ça au sérieux. Parce que leur avenir et l'avenir du bébé en dépend. Donc tous les 3 visites prénatales doivent être prises au sérieux. Les 4 visites. Merci de corriger cela. Docteur Roger Tapa. Oui, je voudrais remarquer ici la participation très fructueuse des téléspectateurs ce soir pour un sujet aussi délicat. Et on ne le dira jamais assez, quand on parle de l'accouchement, on parle de la vie, c'est le départ de la vie et c'est le départ du sérieux. On recommande que tout le monde puisse l'intégrer de la même façon et qu'on s'y remette avec cœur, avec passion pour respecter la vie qui commence avec l'accouchement. Donc,
aux parents, on dira, il faut de plus en plus, il faut regarder à nouveau d'un autre œil les enfants qui accidentellement tombent enceintes et comprendre que ce n'est pas la fin de leur vie, qu'il faut les assister pour qu'ils puissent continuer dans leur plan comme vous l'avez fixé dès le départ. Et aux enfants, on va dire de faire attention et d'éviter les grossesses précoces, d'être patients, respecter les méthodes contraceptives qui sont à leur disposition et si en cas de grossesse, se référer rapidement à un centre hospitalier avec des spécialistes qui vont les suivre. Là, les téléspectateurs et les téléspectatrices profitent d'un double conseil du docteur et du papa. Nous vous remercions à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis à tout ce format d'1h30 d'émission. On remercie aussi l'équipe de production de nous avoir conduits parce que cela ne se fait pas tout seul. Et sur ce, je vous dis à bonne santé.